Merci de nous regarder. Bienvenue dans ces journaux au sommaire ce soir. La visite d'État de Tshisekedi à Libreville au Gabon. Le président congolais a visité plusieurs chantiers en cours dans la capitale gabonaise. Un séjour qui rentre dans le cadre de consolidation de relations entre les deux États. Fin du règne du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan a été révoqué à une large majorité suite aux accusations d'agression sexuelle. Bonsoir à tous. Félix Tshisekedi séjourne à Libreville au Gabon pour une visite d'État dans les cadres de renforcement de liens de coopération. Il a pris part à une visite guidée par son homologue gabonais Brice Oligui Nguema sur plusieurs chantiers en cours dans la capitale gabonaise. À l'occasion d'une visite privée à Libreville, le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par son homologue gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au cœur de cette rencontre, une immersion sur le terrain. Le chef de l'État gabonais a tenu à présenter en personne plusieurs chantiers emblématiques, véritables symboles de la transformation et de la modernisation de la capitale. Impressionné par l'ampleur de travaux et les rythmes de réalité, le président congolais a salué les avancées majeures, allant jusqu'à qualifier ces dynamismes de modèle des modernisations pour les continents africains. Plus qu'une simple visite de chantier, cette séquence marque une étape clé dans les réformes de liens historiques entre Libreville et Kinshasa, une illustration parfaite de l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent désormais le Gabon et la République démocratique du Congo. C'était là les explications de Boniface Bunga. Les États partis à la Cour pénale internationale ont définitivement révoqué Karim Khan de ses fonctions des procureurs. Réunis à New York, ils ont validé sa destitution à une large majorité, mettant un terme à son mandat après sa suspension liée à des accusations d'agression sexuelle qu'il continue de contester. Keren Kabedi. Les États membres de la Cour pénale internationale ont voté vendredi à New York la révocation définitive de Karim Khan de ses fonctions de procureur de la juridiction basée à La Haye. Selon plusieurs sources diplomatiques, 82 de 125 États partis ont approuvé sa destitution, contre 13 voix opposées et 15 abstentions. Cette décision intervient après sa suspension en juin dernier, à la suite d'accusations d'agression sexuelle formulées par une avocate malaisienne ayant travaillé au sein de son équipe. Âgé de 56 ans, le magistrat britannique en fonction depuis 2021 rejette catégoriquement les faits qui lui sont reprochés et dénonce une procédure injustifiée. Au cours de son mandat, Karim Khan s'était notamment illustré par l'ouverture de plusieurs enquêtes sur des crimes internationaux. Il avait également obtenu des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant dans le cadre du conflit à Gaza, une décision qui lui avait valu des sanctions des États-Unis. Ses avocats estiment que cette révocation vise à écarter un procureur devenu politiquement gênant. À l'inverse, l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Danny Danon, a salué cette décision, y voyant la fin de ce qu'il a qualifié de chasse aux sorcières politiques contre son pays. Et pendant ces temps, le 24 juillet 2026, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue à Ituri pour évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola en visite dans les centres de traitement de Rwampara et Mongwalu. Il a annoncé les renforcements de moyens logistiques et réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer la prise en charge des patients ainsi que les conditions de travail du personnel soignant. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue vendredi 24 juillet en Ituri pour évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Au cours de cette mission, elle a visité les centres de traitement d'Ebola CT de Rwampara et de Mongwalu afin de s'enquérir de la prise en charge des patients et d'encourager les équipes médicales mobilisées sur le terrain. Pour renforcer les capacités opérationnelles, la chef du gouvernement a remis une dizaine de véhicules tout-terrain destinés à améliorer la mobilité des équipes de riposte. Elle a également évalué les besoins prioritaires en eau, en électricité, en oxygène, en ambulance et en équipements médicaux.
Judith Soumino a, en outre, instruit les responsables de la riposte de renforcer la sensibilisation communautaire et de mieux adapter les moyens déployés aux réalités du terrain. Elle s'est réjouie de la guérison de plusieurs patients, dont des nourrissons, saluant les efforts des professionnels de santé. Réaffirmant l'engagement du gouvernement à mettre fin à l'épidémie, la première ministre a assuré que les ressources financières sont désormais disponibles et que l'accent sera mis sur la prise en charge logistique. Elle a également promis de poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Changeons de chapitre à présent pour parler de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a annoncé, c'était hier vendredi 24 juillet, une importante réunion entre les délégations de la RDC et celle de l'FCM 23 dans le cadre de négociations de paix en cours. Cette réunion vient s'ajouter, à en croire les illustres des médias, à une série de pourparlers visant la restauration de la paix dans l'est du pays. Je vous prie de le suivre dans cet extrait. C'est quoi, monsieur le ministre? Ceux qui sont au dialogue, on est salé, sans Basili Mandoki. Bon, convaincre que on est bâti. Basili Mandoki, maman Myriam. Pobo sanate tozana doa, pobo sanate tozana washi. Mais processus on a mis balé et botina numbumate et plus d'une année après. Et botina numbuma. Oh, bon, to bandaki kozélate. Oh, tozo zélate. Et zozo attend, mais yo moko na betelo li solo awa. Ya ba obakei pour na cesser les feux. Il y a des prisonniers au baza libérés. Donc, dans Betelopé Lisolo, il y a des réunions au Salina américain, puis réunion mon moutouye au Salama le 24 juillet prochain, Tokoyo Kamakamo Kolobamakuna. Il faut considérer que Nyon Soana Tozo avancé parce que Tozo a un objectif, madame. Bobo Sanate Marnazo rappelé. Ça fait 30 ans. Nakabino, Nasalarana, Nabano, Babotami pendant la guerre, Baboti pendant la guerre. Il faut que situation en a échangé. Et j'ai rappelé tout à l'heure que Bitumba, ou même le président de la République, a hérité de cette situation. Donc, il y a un besoin que cette fois-ci, Bissonio Soto Telema, Tokei, Nassima Mokondi Rempart, Toyokani Tosali Blanc. C'était là Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui a annoncé une importante réunion entre le gouvernement et l'FCM 23. Pendant ces temps, dans l'actualité toujours, une fusillade survenue au bord du bateau La Manne du Ciel en pleine traversée entre Goma et Bukavu a fait un mort et 3 blessés. C'était le samedi. C'est samedi donc dans la matinée. Selon plusieurs témoignages, le drame aurait été déclenché par un différend lié au vol présumé d'un téléphone portable impliquant un combattant du M23. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque. Une fusillade a éclaté à l'aube de ce samedi 25 juillet à bord du bateau La Manne du Ciel, assurant la liaison entre Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. Les bilans provisoires fait état d'une personne tuée et des 3 autres blessés. Les circonstances exactes de ces drames restent à élucider. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès de passagers, l'incident serait parti de la disparition d'un téléphone portable appartenant à un voyageur civil. Les soupçons se seraient rapidement portés sur un combattant du M23 présent à bord de l'embarcation. Alertés par les propriétaires du téléphone, les supérieurs hiérarchiques du combattant auraient donné une fuite. Celle-ci aurait permis de retrouver l'appareil dissimulé sous les vêtements du suspect. Une découverte qui aurait provoqué un profond sentiment d'humiliation chez ces derniers. Environ 30 minutes plus tard, toujours selon les mêmes sources, les combattants seraient revenus dans un état de grande colère avant d'ouvrir le feu sur son commandant ainsi que sur plusieurs passagers. La fusillade a sémé la panique à bord du navire. Après les tirs, les présumés auteurs se seraient jetés dans les eaux du lac Kivu. Des sources indépendantes au sein de la société civile confirment l'incident et indiquent que les 3 blessés ont été évacués vers les urgences de l'hôpital général des références de Bukavu pour une prise en charge médicale. À ce stade, l'identité de la victime décédée n'a pas été communiquée et l'état de santé des blessés n'a pas été officiellement précisé. Des investigations auraient été ouvertes dès les premières heures de la matinée par les autorités de la FACTO afin d'établir les circonstances exactes de cette fusillade et de situer les responsabilités. Au-delà de ces drames,
L'incident ravive les inquiétudes sur la présence des combattants armés à bord des embarcations civiles naviguant sur les lacs Kivu. Plusieurs acteurs de la société civile rappellent que les règles de la navigation en République démocratique du Congo prévoient que le militaire embarqué sur un navire marchand remette leurs armes au commandant des bords ou au service de sécurité durant toute la traversée afin de garantir la sécurité des passagers. Ils appellent au respect strict de ces dispositions pour prévenir de nouveaux incidents. Et toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, un calme précaire s'est observé dans la cité de Massissi, centre en province du Nord Kivu, après les affrontements qui ont opposé les rebelles de l'FCM23 aux combattants Wazalendo, causant ainsi un déplacement massif des populations. Des combats se poursuivent malgré les différents processus de paix en cours entre les deux parties. Massissi Centre a de nouveau été les théâtres de violents affrontements dans la nuit du jeudi à vendredi 24 juillet 2026, opposant les combattants Wazalendo aux rebelles de la FCM 23. Les combats menés à l'arme lourde et légère dans les quartiers de Kani et Rona ont provoqué des mouvements de panique parmi les habitants. De nombreuses familles ont fui leur domicile pour se diriger dans des lieux jugés plus sûrs, notamment à l'hôpital général des références de Massissi, tandis que les activités économiques et les déplacements étaient totalement paralysés. Au lendemain des affrontements, un calme précaire s'est progressivement installé dans la cité. Les commerces, pharmacies et d'autres petites activités ont réouvert timidement leurs portes, alors que la circulation a repris sur l'axe Nyabiondo-Goma. Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo se sont retirés des Massissi Centre après des combats, laissant la FCM 23 reprendre les contrôles de la cité. Aucun bilan officiel n'a été toutefois communiqué, même si des sources humanitaires ont fait état des morts et des blessés dans les deux camps. Ces nouveaux combats interviennent dans un contexte marqué par de vives inquiétudes exprimées par la justice civile du Nord Kivu. Celle-ci affirme avoir constaté un renforcement des effectifs et des moyens militaires du M23 dans la partie sud de la province, avec l'arrivée des présumés nouveaux combattants et des munitions. Pour les organisations citoyennes, cette situation traduit une volonté du mouvement rebelle de poursuivre les hostilités malgré les efforts diplomatiques engagés pour établir la paix. La société civile dénonce également la poursuite des graves violations des droits humains dans les zones sous contrôle du M23, notamment des cas de viols, des pillages, des vols et des recrutements des jeunes. Elle appelle les mouvements à respecter les engagements dans le cadre du processus de paix et exhorte le gouvernement congolais à renforcer les capacités opérationnelles des FARDC afin de mieux protéger la population civile et contenir l'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC. Les explications de Gédéon Kassongo. Dans l'actualité, toujours, la Commission électorale nationale indépendante veut se doter d'un cadre organique adapté à ses missions. Reçu par les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le président de la CENI, Denis Kadima, a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour l'élaboration de cet outil de gestion administrative. Ample détail dans ces récits. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu vendredi 24 juillet 2026 le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, dans le cadre d'une séance de travail consacrée au renforcement de l'organisation administrative de l'institution électorale. Au centre des échanges figurait la mise en place d'un cadre organique destiné à doter la CENI d'une structure administrative conforme à ses missions et aux exigences de la réforme de l'administration publique. Selon les deux parties, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation des institutions publiques engagée sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'améliorer leur fonctionnement et leur efficacité. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de créer une commission mixte composée d'experts de la fonction publique et de la CENI. Cette équipe aura pour mission de conduire les travaux techniques en vue de l'élaboration du futur cadre organique de l'institution. Nous avons eu effectivement une bonne réunion avec le vice-premier ministre pour discuter du statut du personnel de la CENI, du moins le personnel administratif. On a eu déjà cette discussion il y a quelques années, mais maintenant c'était le suivi pour voir comment ce statut-là peut être un peu plus valorisé, parce que la CENI a encore des problèmes pour envoyer ses agents à la retraite, et les agents qui ont servi la nation souvent font face à des graves difficultés parce qu'ils n'ont pas de pension et tout cela, il fallait en discuter. Les autorités estiment que cette réforme permettra à la Commission électorale nationale indépendante de disposer d'une organisation administrative mieux adaptée à ses responsabilités, tout en renforçant la gouvernance et la gestion de ressources humaines au sein de cette institution d'appui à la démocratie.
Et à Kinshasa, il s'est tenu jeudi dernier un atelier pour la préparation de la construction de la toute première station de traitement de boue de vidange. Une première depuis l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Pour cette première station, déjà 5 communes sont concernées. L'assainissement constitue aujourd'hui l'un des piliers du développement durable. C'est en ces bons fermes que le gouverneur de Kinshasa a ouvert officiellement l'atelier préparatoire sur la première station de traitement de boue des vidanges. Daniel Bumba a, au cours de ses assises, rappelé les rôles stratégiques de ces projets qui servira au traitement de 600 mètres cubes de boue par jour, principalement pour les communes de Kalamou, Lemba, Ngaba, Limete et Makala. Nous pensons qu'à travers cette infrastructure, Kinshasa va améliorer quelque chose d'important dans l'anarchie qui se passe dans l'organisation de cette activité-là. Vous avez l'habitude de voir, quand vous passez vers Ndolo, comment cette activité est organisée en toute anarchie. Et je pense qu'il sera temps aussi que le secteur privé qui veut s'aligner sur cette démarche-là, de pouvoir suivre les recommandations qui vont sortir de cet atelier pour que cette activité-là soit bien encadrée. Le chef de l'exécutif provincial en a profité pour saluer l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population. Cet atelier, qui traduit la vision du gouverneur Daniel Bumba et organisé avec l'appui de la Banque mondiale, a connu la participation des représentants du pouvoir public, des partenaires financiers, représentants de la société civile, mais également la participation active du coordonnateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa, Tom Kisenda, qui a tenu à rassurer les Kinois quant aux efforts des autorités dans le cadre de l'assainissement de leur milieu de vie. Nous voulons que la population puisse vraiment voir tous les efforts que la ville est en train de mettre en place pour ces problèmes de la gestion de boue de vidange. Et nous pensons qu'après cet atelier, la ville pourra aussi se doter de plusieurs autres stations de traitement de boue de vidange. Cette station de traitement de boue des vidanges sera une première dans l'histoire de la RDC, un projet pilote qui entend s'étendre dans d'autres communes. Direction à présent la province du Tanganyika où la baisse du tarif de péage sur l'axe Kalebi-Manono est désormais effective, saluée par les transporteurs et la société civile. Cette mesure devrait contribuer à réduire le coût de transport et améliorer la mobilité de personnes et de biens sur cet important corridor routier. La réduction des tarifs de péage sur l'axe routier Kalemi-Manono est officiellement entrée en vigueur dans la province du Tanganyika. Cette décision, attendue depuis plusieurs mois par les usagers, vise à alléger les coûts des transports reliant les territoires de Kalemi et de Manono. Les transporteurs saluent une mesure qui devrait réduire les charges d'exploitation, faciliter la circulation des personnes et des marchandises et, à terme, contribuer à une baisse des prix de certains produits de première nécessité. La société civile accueille également favorablement cette décision. Elle estime que la diminution du coût du péage répond aux préoccupations des populations locales, longtemps confrontées à des frais jugés excessifs sur cet axe routier. Toutefois, les acteurs de la société civile invitent les autorités provinciales à veiller au bon entretien de la route et à garantir une gestion transparente de recettes issues de péage afin d'assurer la pérennité des infrastructures et d'améliorer durablement les conditions de mobilité dans la province. Alors que les incendies de forêt se multiplient sous l'effet de vagues des chaleurs extrêmes, notamment en France, une étude met en lumière un paradoxe préoccupant malgré les preuves de plus en plus visibles du dérèglement climatique. Une partie de la population continue de contester ou de minimiser la responsabilité humaine. Les chercheurs appellent à mieux comprendre le mécanisme psychologique à l'origine de ces dénis afin d'améliorer la sensibilisation aux enjeux climatiques. Elvi Kazadi. Des violents incendies continuent de frapper plusieurs régions du monde, alimentés par des épisodes de chaleur extrême. En France, où 3 vagues de canicules se sont succédées ces dernières semaines, le pompier reste mobilisé
pour maîtriser 2 importants feux des forêts, illustrant la multiplication des catastrophes liées au dérèglement climatique. Malgré ces événements de plus en plus fréquentés et destructeurs, une étude révèle qu'une part croissante de la population continue de nier ou de minimiser l'origine humaine du changement climatique. Cette tendance inquiète les scientifiques qui estiment qu'elle pourrait freiner les efforts de lutte contre le réchauffement de la planète. Selon les chercheurs, ces dénis ne s'expliquent pas uniquement par des facteurs politiques ou idéologiques. Ils seraient également influencés par les fonctionnements du cerveau humain qui tend à rejeter les informations perçues comme menaçantes ou incompatibles avec les convictions déjà établies afin de réduire l'inconfort psychologique. Les auteurs de l'étude soulignent que mieux comprendre ces mécanismes cognitifs pourrait permettre d'améliorer la communication sur les enjeux climatiques et de renforcer l'adhésion du public aux mesures destinées à limiter les effets du changement climatique. Et ces journal s'achèvent ici sur la chaîne à Grande Vision. Je vous rappelle ses principaux titres. La visite d'État de Félix Tshisekedi à Libreville au Gabon. Le président congolais a visité plusieurs chantiers en cours dans la capitale gabonaise. Un séjour qui rentre dans le cadre de consolidation de relations entre les deux États. Et puis vous avez suivi fin du règne du procureur de la Cour pénale internationale. Karim Khan a été révoqué à une large majorité suite aux accusations d'agression sexuelle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement. Excellent week-end à tous.